Ok, on est le 2 mai 2003. Ce jour-là sort en salle un film qui deviendra l'un des plus grands thrillers policiers de l'histoire du cinéma, Memories of Murder. L'histoire de deux enquêteurs traquant un tueur insaisissable qui sème la terreur en Corée dans les années 80. Mais derrière ce chef-d'œuvre devenu culte se cache une affaire bien réelle. Un cauchemar qui a marqué le pays à jamais. Laissez-moi vous raconter la véritable histoire qui a inspiré Memories of Murder. 화성 모여중 1학년 14살 김모양이 성폭행을 당하고 목이 졸려 숨진 채 발견됐습니다. 화성 연쇄 살인 사건은 1986년도부터 해서 1991년도까지 발생한 사건입니다. 박상향은 9월 오전 7시쯤 자기 방에서 혼자 잠을 자다가 성폭행을 당한 뒤 목이 졸려 숨진 채 발견됐었습니다. 대충 어림잡아도 2만 명 이상의 남성을 수살했다고 하거든요. 꽤 머리가 좋은 사이코패스 1단 이상을 염두에 두었어야 했겠죠. Vous voyez cet endroit? C'est Hwaseong, une ville de la province de Gyeonggi située au nord-ouest de la Corée du Sud. Hwaseong, c'est un endroit tranquille de la Corée, surtout réputé pour ses terres agricoles, ses forêts, ses montagnes et sa fameuse forteresse qui est quand même inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, ça c'est le petit moment culture que je vous offre, c'est cadeau. Mais c'est vraiment le coin de campagne typique, où il n'y a pas grand monde, mais où tout le monde se connaît et il se passe jamais rien. Alors des meurtres, dans aucun monde ça n'arrive ici. Jusqu'au 19 septembre 1986. Seung-jin Kim, un habitant de la ville, se rend à pied à son travail. Il a l'habitude d'y aller très tôt le matin pour être à l'heure. Et forcément, au vu de l'environnement, il y a beaucoup de champs sur la route. Alors qu'il avance tranquillement à travers les terres, il aperçoit quelque chose sur son chemin. Son cœur commence à battre à 1000 à l'heure parce qu'il croit comprendre ce qu'il est en train de voir. C'est un corps. Le corps d'une femme, plutôt âgée visiblement. Comme je vous l'ai dit, tout le monde se connaît à Hwaseong, donc la victime est vite identifiée. Il s'agit de Lee Won-im, 71 ans. Elle avait disparu 4 jours plus tôt, alors qu'elle rentrait chez elle après avoir rendu visite à sa fille. Les autorités locales sont alertées, et 3 détectives débarquent sur les lieux pour étudier la scène de crime. Au début, ils pensent à une agression avec délit de fuite, comme il peut y en avoir un peu partout. Mais arrivé sur place, ils découvrent un corps à moitié dénudé, les mains et les pieds liés avec ses propres vêtements et ses sous-vêtements couvrent son visage. Ça semble pas être un acte anodin ça. Mais quel monstre pouvait en vouloir à une femme aussi âgée, appréciée de tout le monde ici? L'autopsie révèle que la victime a été tuée par strangulation, étranglée avec une chaussette avec des traces d'agression sexuelle. Donc cette agression avec délit de fuite devient une affaire de meurtre. Pendant une semaine, la police enquête en essayant de trouver des indices. Mais les méthodes des enquêteurs sont, comment dire, pas très pro. Ils savent pas trop par où commencer, ils ont pas le matériel adéquat. En plus, les habitants un peu trop curieux viennent tous les jours en masse sur la scène de crime. Bref, l'organisation est un peu à l'image de la situation du pays à l'époque. Parce que remettons les choses dans leur contexte. La Corée du Sud qu'on connaît aujourd'hui, c'est un pays ultra développé, avec des entreprises dans le top mondial et un impact culturel de malade. Et dans les années 80, c'est loin d'être le cas. C'est un pays assez instable politiquement et économiquement, avec beaucoup d'inégalités, qui sort tout juste d'un coup d'état, puis d'un soulèvement social et qui essaie tant bien que mal de se développer. Tout ça pour dire que cette instabilité se ressent un peu partout dans les institutions, notamment dans la police. Cerise sur le gâteau les gars. En septembre 1986 ont lieu les Jeux Asiatiques à Séoul, qui sont les JO d'Asie en gros. À ce moment, c'est l'un des événements les plus importants de l'histoire du pays. Et logiquement, la grande majorité des forces de police est déployée là-bas. Donc il reste que très peu de personnel dans les commissariats, et encore moins dans un petit patelin comme Hwaseong. Alors on confie l'enquête aux enquêteurs qui ont découvert le corps. Et à partir de là, le pays qu'on appelle le pays du matin calme ne le sera plus vraiment face à l'ampleur que va prendre cette affaire. Un mois plus tard, le 23 octobre, le corps d'une jeune fille est retrouvé dans un canal à quelques kilomètres du premier meurtre. Elle est nue avec ses sous-vêtements noués autour du cou. Le corps est identifié comme étant celui de Park Yoon-suk, 26 ans. Elle avait disparu 3 jours plus tôt. La dernière fois qu'elle a été vue, c'est en sortant du bus pour rentrer chez elle après le travail. L'autopsie révèle qu'elle a été frappée à plusieurs reprises à l'aide d'un outil, peut-être un tournevis, agressée sexuellement et étranglée avec ses propres sous-vêtements. Encore une fois, la police galère, ne trouve aucun indice et pas de coupable. Mais on est d'accord vous et moi que le mode opératoire,
c'est le même et ça aurait dû les alerter. Alors aujourd'hui, les tueurs en série sont connus de tous, notamment au travers de films ou encore de séries. Sauf que la notion de tueur en série à ce moment-là en Corée, ça n'existe pas vraiment. C'est pas un phénomène ancré dans la culture. Alors la police ne fait pas de lien entre les deux meurtres. Et en plus, pas un seul indice qui pourrait provenir du suspect n'est retrouvé. Pas un bout de vêtement, pas une mèche de cheveux, pas une seule empreinte. Et encore une fois, la police lâche l'affaire. Erreur. Un mois plus tard, une habitante rentre chez elle après sa journée de travail. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, les habitants sont pas mal en conflit avec les élus locaux, car ça fait un moment qu'ils demandent que plus de lampadaires soient installés parce qu'il fait trop sombre dans les rues. Et en ce moment, la demande est légitime. Pendant qu'elle marche, cette femme sent une présence. Elle est observée. Elle se met à avancer plus vite, mais d'un coup, quelqu'un apparaît devant elle, l'attrape et la traîne dans les hautes herbes. Elle peine à voir vraiment son visage parce qu'il fait nuit noire. Avec l'adrénaline, elle se débat de toutes ses forces. Et par miracle, elle réussit à lui échapper et court aussi vite qu'elle peut pour trouver refuge chez un habitant un peu plus loin. Elle est à moitié nue, extrêmement choquée, elle peine à réaliser ce qui vient de se passer. Une fois interrogée par la police, elle réussit à décrire comme elle peut le portrait de son agresseur, ce qui permet de réaliser un portrait robot. L'homme aurait entre 24 et 27 ans, mesurerait entre 1m65 et 1m70 et serait assez mince. Il est brun, il a les cheveux courts et des yeux perçants. Donc un descriptif du suspect assez détaillé au final. Et là on peut se dire qu'il a laissé un témoin s'échapper. Que la police connaît son profil et même s'ils n'ont pas fait lien entre les deux meurtres, il est forcément recherché. Au mieux il sera retrouvé ou au pire il va s'arrêter et la situation va se calmer. Et pourtant... 12 décembre 1986. Kwon Jung-bon, 25 ans, est retrouvée morte à quelques mètres de chez elle alors qu'elle rentrait du travail. Toujours dans le même périmètre, à quelques kilomètres des autres meurtres. Et dans quel état elle a été retrouvée selon vous? Quel mode opératoire? Ligotée avec ses propres vêtements, ses bas couvrent son visage et étouffée avec une chaussette avec des traces d'agression sexuelle. Et là, ça peut plus être une coïncidence. La police commence enfin à faire le lien. Ces trois crimes ne peuvent être l'œuvre que d'une seule et même personne. Un monstre se cache parmi les habitants. Un maniaque qui observe ses victimes, leurs moindres faits et gestes au quotidien, qui apprend toutes leurs habitudes et leur emploi du temps avant d'agir. Mais la police entame à peine son enquête que... 21 décembre 1986. Un autre corps est retrouvé dans une rizière, toujours dans la même zone. La victime est Lee Kae-suk, une jeune femme de 23 ans. Elle avait disparu dans la soirée du 14 décembre alors qu'elle rentrait chez elle après le travail. Et là vous vous demandez sûrement, mais pourquoi toutes ces personnes continuent de rentrer à pied? Bah avoir une voiture en pleine campagne coréenne dans les années 80, c'est pas un truc banal. Une voiture ça coûte très cher et c'est pas un achat indispensable pour les familles du coin. Depuis toujours, les gens se déplacent à pied et se sont jamais posé de questions niveau sécurité puisqu'il se passait rien ici. Jusqu'à maintenant. 3 semaines plus tard, le corps de Hong Jin-yoon, 19 ans, est retrouvé. Elle avait disparu la veille au soir alors qu'elle rentrait chez elle après les cours. Encore une femme, même mode opératoire, même secteur, même timing. Là, il n'y a plus aucun doute. C'est la signature d'un tueur en série qui opère dans l'ombre à Hwaseong. L'affaire commence à faire du bruit dans la région. Une psychose s'installe. Les habitants ont peur, et en particulier les femmes qui sont terrifiées. Les gens commencent à éviter de rentrer seuls le soir. Les maris attendent leurs femmes à la sortie du travail. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Et maintenant que l'affaire commence à s'ébruiter, c'est une course contre la montre pour la police. Sachant que la pression populaire commence sérieusement à monter. Les habitants de la ville sont en colère et s'impatientent. Pourquoi la police ne l'a toujours pas arrêté alors qu'on est à la 5e victime? La psychose se propage et beaucoup de femmes se disent qu'elles seront potentiellement la prochaine victime. Les gens vivent littéralement dans la peur. Ils en sont même venus à ériger un épouvantail, comme une sorte de talisman pour jeter un maléfice sur le tueur. Le message inscrit sur l'épouvantail est le suivant: si tu ne te rends pas, tes membres pourriront et tu mourras. La police galère toujours autant. Comme je vous le disais plus tôt, niveau organisation, c'est pas trop ça. Parce qu'on n'est pas à Séoul, la capitale du pays, là où travaillent les meilleurs flics. À Hwaseong, le boulot du policier de base, c'est mettre des amendes, disperser les gens bourrés à la sortie des bars et faire des rondes. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent contre ça? Ils apprennent sur le tas. Ils sont très loin des techniques d'enquête américaines ultra poussées. Ils ont pas de formation pour ça, pas le matériel. Et il y a une rumeur qui court. Une rumeur selon laquelle le tueur ne s'en prendrait qu'aux femmes portant des vêtements rouges les jours de pluie. Alors la police tente de l'attirer avec des agents habillés en rouge, mais ça mène à rien. Et certains officiers vont même jusqu'à consulter des voyantes. Et pas plus de succès. C'est pour vous dire la détresse des enquêteurs qui, après 5 meurtres, n'ont toujours rien. On sait seulement que c'est probablement la même personne qui est responsable et que les meurtres ont eu lieu dans un rayon de 2 km. Mais à part ça,
pas une piste. Et là où l'affaire prend un tournant, c'est quand son ampleur devient nationale. Tous les médias en parlent. Les femmes sont terrifiées et suivent l'affaire de très près. Alors face à la pression médiatique, la police commence vraiment à se bouger, en réquisitionnant plus de monde pour travailler sur l'affaire, notamment des enquêteurs qui viennent de Séoul. Enfin, mais malgré cette armée d'enquêteurs, ça n'avance pas. Enfin si, ils ont un indice. Un seul. Le suspect est du groupe sanguin B. Ils ont retrouvé son sang sur l'une des victimes. Et vous allez me dire, mais c'est rien comme indice, ils vont pas commencer à interroger tous les hommes du groupe sanguin B de la région. Bah comment vous dire? Si. Ils ont interrogé plus de 20 000 hommes de la région. En fait, ils ont tellement rien que le moindre petit bout d'indice, c'est une progression de malade pour eux. Et est-ce qu'on a avancé après tous ces interrogatoires? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a affaire à un sadique, un pervers sexuel qui traite ses victimes de façon inhumaine avant de les achever. Et c'est pas fini. 8 mai 1987, 4 mois après le 5e meurtre. Park Eun-jo, une jeune femme au foyer, attend son mari devant chez elle. Il doit rentrer du travail dans quelques minutes, mais il pleut à torrent. Alors elle prend la route pour le rejoindre avec un parapluie. Elle s'enfonce dans la forêt et ne rentrera jamais chez elle. Elle avait 29 ans. Toujours le même mode opératoire, toujours la même zone. C'est quand même fou de se dire que le gars est probablement l'ennemi public numéro 1, l'homme le plus recherché du pays actuellement. Dites-vous qu'il y a 300 000 hommes qui travaillent de près ou de loin sur cette affaire. Mais lui continue son œuvre macabre tranquillement alors que tout le pays est à sa recherche. Il joue littéralement avec la police. Il est très conscient qu'ils n'ont rien, qu'ils n'avancent pas et qu'ils ne l'auront probablement jamais. Les enquêteurs le décrivent comme quelqu'un de méticuleux, intelligent, qui ne laisse rien au hasard et qui quitte les scènes de crime sans une seule trace. Et la police là, elle patauge. Clairement, elle rame. Mais un soir, un nouveau témoin dit avoir vu le monstre. Vous vous souvenez de Seong-Jin Kim, l'homme qui a trouvé la première victime? Il dit avoir vu le tueur. Et son témoignage est terrifiant. Un soir, alors qu'il fait nuit noire, il sort de chez lui pour aller aux toilettes. Parce qu'à cette époque en Corée, traditionnellement, les toilettes se trouvent à l'extérieur de la maison. Et une fois bien installé, il entendait pas. 그걸 하고 바로 직감으로 느낀 게 나는 그 나쁜 놈이라고 그러고 생각하고 하여튼 내가 머리가 그 당시에 장발이었거든요. 화장실을 가니까 여자로 착각을 하고 그러더니 가만히 갔더니 내 앞에 와서 내 화장실을 열다가 같이 이제 내가 준비하고 옷 추리시고 얼굴이 마주쳤던 거예요. Et là, ils sont tous les deux surpris. On imagine bien que le tueur s'attendait pas du tout à voir un homme. 진짜 얼마 눈 깜짝할 사이잖아요. 뒤돌아서면 도망치고 그 후로는 잡지를 못했어요. 엄청 잘 달리더라고. Un très bon coureur, on va retenir cette info. En tout cas, Seong-Jin Kim précise que le portrait robot de la police matche totalement avec le visage de l'homme qu'il a vu ce soir-là. Et il l'affirme, c'était le tueur. Un nouveau corps est découvert le 8 septembre 1988 au petit matin. Han Ji-soon, 54 ans, avait disparu la veille alors qu'elle rentrait chez elle. Et seulement une semaine plus tard, c'est l'horreur de trop qui fait exploser l'affaire. 박상향은 9월 오전 7시쯤 자기 방에서 혼자 잠을 자다가 성폭행을 당한 뒤 목이 졸려 숨진 채 발견됐었습니다. Le 16 septembre 1988, à 7h du matin, le corps de Park Song-hee, 14 ans, est retrouvé par sa famille dans son lit. Elle a été brutalement agressée, puis étranglée à mort. À cette époque, c'est très facile de s'introduire dans les maisons traditionnelles de ce genre de ville, parce que les portes sont très peu, voire pas du tout sécurisées. Et ce crime traumatise. Il choque bien plus que les autres. Parce que jusqu'ici, il a toujours commis ses crimes à l'extérieur, dans des endroits isolés. Et avec ce meurtre, on comprend que le tueur se sent totalement en position de force, qu'il ne craint rien et qu'il ose directement pénétrer dans la maison de sa victime, alors que sa famille est dans la chambre d'à côté. Forcément, 8 meurtres, le 8e étant particulièrement atroce, c'est la goutte pour les habitants de la ville, mais aussi de tout le pays. Les gens vivent dans la peur et n'en peuvent plus. La police est désespérée, c'est la risée de la Corée, c'est un gag cette enquête. C'est littéralement un cas à montrer dans toutes les écoles de police pour dire ne faites pas ça. Toute la presse du pays est sur leur dos, mais alors là forcément ça n'aide pas, alors il leur faut un suspect à tout prix. Et sur les lieux du crime, ils trouvent des poils qui appartiennent à quelqu'un du groupe sanguin B. Jusqu'ici ça nous confirme le seul indice, mais ils trouvent aussi des traces de métaux lourds. Alors ils ont une piste, l'homme est du groupe sanguin B et travaille avec des métaux lourds. Bon, pas beaucoup plus avancé, mais on va faire avec. Alors ils récoltent des poils pubiens de tous les hommes de la ville dans les 20-30 ans. Ouais, bon, c'est toujours laborieux, mais grâce à ça, ils vont enfin avoir un suspect. 여덟 번째 피의자 14살 양을 살해한 혐의로 화성군 태안면에 사는 22살 윤모 씨의 구속영장을 신청했습니다. Yoon Seong-gyo, 22 ans, était dans le viseur de la police depuis environ 2 mois, mais rien ne prouvait vraiment qu'il est en lien avec l'affaire.
jusqu'à ce 8e meurtre. 경찰은 사건 당시 숨진 박양의 방에서 발견된 범인의 채모와 두 개의 채모가 비슷한 데다가 채모에서 채취된 혈액형이 윤 씨의 혈액형인 B형과 일치해 윤 씨를 유력한 용의자로 보고 있습니다. Il est du groupe sanguin B, il est soudeur, donc il bosse avec des métaux lourds. Et selon la police, sa haine des femmes est due au fait qu'il soit handicapé après avoir contracté la polio à l'âge de 3 ans. Et donc qu'il soit rejeté par les femmes. Tout ça, c'est de l'interprétation. Hein. Mais cette enquête, c'est tellement du n'importe quoi qu'aux yeux de la police, c'est un argument très solide qui le rend coupable. Le 25 juillet 1989, il est mis en examen puis interrogé. Le profil de Yoon est très particulier. Je vous l'ai dit, il est handicapé, donc physiquement, il est diminué. Il marche difficilement. Il a eu une enfance assez difficile puisque sa mère est morte alors qu'il était encore enfant et son père s'est pas occupé de lui. Donc niveau éducation et intellectuellement, il a des lacunes. Son entourage le décrit comme quelqu'un de très gentil et serviable. Mais c'est une personne vulnérable. Et durant cet interrogatoire, la police profite de cette vulnérabilité. Mais Yoon a beau clamer son innocence, la police a beau n'avoir aucune preuve concrète. Ils tiennent un suspect, un homme à offrir au pays en colère. Alors ils vont pas le lâcher et ils vont procéder à la torture. Ils le forcent à s'accroupir pendant des heures alors qu'il est handicapé. Ils vont jusqu'à le frapper à plusieurs reprises. Ils l'empêchent de dormir dans l'unique but qu'il avoue. Après 3 jours de torture sans dormir, il souffre tellement, il est tellement fatigué et désorienté qu'il finit par dire qu'il est le coupable. Alors la police s'empresse de prévenir tous les médias du pays en déclarant qu'ils ont attrapé le tueur de Hwao Seong. Ça y est, ils le tiennent enfin. 오늘은 무리한 건 없습니다. 우발적으로 한 게 아니고요. 친구들이 하고 합을 했습니다. Mais pas besoin d'être mentaliste pour voir que pendant sa déclaration, Yoon là, il est épuisé, il est pas dans son état normal. Est-ce que c'est vraiment le coupable ? Vous et moi, on se doute que non. Pour le 8e meurtre, ils vont faire la reconstitution avec Yoon sur les lieux du crime. Le tueur est censé avoir escaladé le mur autour de la maison pour s'y introduire. Yoon en est incapable. Le tueur est censé avoir assez de force pour maîtriser sa victime. Yoon est très diminué. On sait aussi que le tueur est censé être un bon coureur. Yoon ne peut pas courir. Ils ont trouvé une seule empreinte sur les lieux du crime. Ils l'ont faite eux-mêmes pour prouver que le tueur ne marche que sur une jambe. C'est de la folie, ça n'a aucun sens. Le seul but de tout ça, c'est d'avoir un bouc émissaire pour apaiser les tensions. En février 1990, le procès a lieu. Et l'avocat de Yoon ne se pointe même pas au tribunal, donc il est obligé de se défendre lui-même. Mais il en est incapable. L'affaire est expédiée et la justice le condamne à la détention à perpétuité. Mais le malaise va regagner la police. Alors que Yoon est en prison et que tout le monde le pense coupable, 16 novembre 1990. Kim Mi-jung, 14 ans, avait disparu la veille alors qu'elle rentrait chez elle. Son corps a été retrouvé dans la matinée. Et quel mode opératoire selon vous ? Morte par strangulation, les pieds et les mains liés avec ses sous-vêtements. Il est toujours là. 4 avril 1991, Kwon Soon-sang, 69 ans, est retrouvée morte sur une colline. Elle avait disparu la veille alors qu'elle rentrait chez elle. Morte par strangulation, les mains et les pieds liés avec ses sous-vêtements. Il est toujours là. C'est le 10e meurtre. 10 femmes, toutes tuées dans un rayon de 10 km² à Hwao Seong. Et là, les habitants sont choqués, sans voix, en colère. Il est toujours dans la nature. Est-ce que Yoon va être libéré du coup ? La police affirme que le 8e meurtre est bien de lui et qu'il a voulu imiter le tueur, alors il reste en prison. Et après cette 10e victime, plus rien. Plus aucun meurtre avec ce mode opératoire n'est signalé. C'est comme si le tueur avait disparu. Est-ce qu'il s'est lassé ? Est-ce qu'il a déménagé ? Est-ce qu'il est mort ? En tout cas, tout s'arrête. La vie reprend son cours à Hwao Seong, les habitants reprennent leurs activités, la presse n'en parle plus, et après une dizaine d'années sans rien, l'affaire finit par tomber dans l'oubli. Jusqu'à ce que la sortie d'un film remette la lumière sur l'affaire. Vous connaissez peut-être pas l'homme sur cette photo et je peux pas vous en vouloir parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas grand monde qui le connaît. Cet homme s'appelle Bong Joon-ho et là, ça doit déjà parler à quelques-uns d'entre vous. Si je vous dis que cet homme a fait ça, qu'il vient de sortir ça et surtout qu'il est derrière ça, vous devez déjà mieux cerner le personnage. Aujourd'hui, ce gars est considéré comme l'un des meilleurs réalisateurs au monde. Mais à ce moment-là, il a qu'un seul film à son actif et il n'a pas du tout le statut qu'il a aujourd'hui. En 2002, il est au début de sa carrière et il a pour projet de faire un film sur l'affaire des meurtres de Hwao Seong, des années après les crimes, alors que le tueur est encore en liberté, avec un budget et une pression énorme sur les épaules.
N'importe quel réalisateur aurait pu vriller et faire n'importe quoi. Alors pour pas faire n'importe quoi, il va se plonger comme personne dans les archives de l'enquête. Il va tout lire, chaque ligne, chaque détail de chaque document pour s'imprégner de l'affaire. Il interroge les habitants, les policiers, les journalistes en lien avec l'affaire. Et il devient matrixé, complètement obsédé par le tueur. Ça va au-delà du cinéma. Il veut le trouver pour comprendre. Et ce qu'on peut se dire, c'est que c'est hyper délicat d'aborder cette affaire au cinéma seulement 12 ans après le premier meurtre. Sauf que Bong Joon-ho est un génie du 7e art, qui sublime l'affaire et marque l'histoire le 2 mai 2003. Memories of Murder, c'est un film à montrer dans toutes les écoles de cinéma. C'est une maîtrise de mélange des genres. Ça va du thriller ultra glauque à la comédie, en passant par des moments d'angoisse terribles et d'autres hyper émouvants. Les amateurs de cinéma qui regardent cette vidéo l'ont probablement déjà vu, et pour les autres, je peux que vous le conseiller. Dites-vous que c'est l'un des films préférés de Quentin Tarantino et Guillermo del Toro, qui sont pas n'importe qui à Hollywood. Et Memories of Murder connaît un gros succès en Corée. Plus de 5 millions de Coréens se rendent en salle pour le voir. Avec le temps, il est aujourd'hui considéré comme un film culte et l'un des meilleurs films coréens de l'histoire. Évidemment, le film fait beaucoup parler en Corée et relance tout l'intérêt autour de l'affaire qui tombait dans l'oubli. Et il y a un sujet bien précis qui fait couler beaucoup d'encre. C'est le délai de prescription. Alors c'est quoi le délai de prescription? C'est la période légale après laquelle un crime ne peut plus être poursuivi en justice. Et à cette époque, le délai de prescription pour les meurtres en Corée du Sud est de 15 ans. Je vous épargne les calculs pour notre affaire, ça signifie que pour le premier meurtre, la prescription a expiré en 2001 et que pour le dernier meurtre, la prescription va s'achever en avril 2006. Ce qui veut dire que si l'homme, le monstre derrière les 10 crimes de Hwang Se-young, n'est pas identifié et arrêté avant avril 2006, après ça, il ne risque plus rien. Vous comprenez maintenant pourquoi le sujet fait énormément débat. Pour ce qui est du film, il y a une anecdote en particulier qui est complètement folle. Et attention, spoiler pour ceux qui veulent voir le film, rendez-vous à ce timecode. Le dernier plan du film est cultissime pour une raison et je vais laisser le réalisateur l'expliquer. 하지만 2002년도에 저희가 영화를 찍을 때는 우리 전화 스태프들은 그런 얘기를 많이 했었어요. 이거 만약에 영화 찍어서 개봉하면 그 사람이 와서 볼 수도 있는 거 아니냐 극장에서. 그래서 그게 되게 좀 무섭기도 하고 찜찜하기도 하고. 그래서 뭐 인터뷰에서 제가 여러 차례 얘기한 적이 있는데 그 영화 라스트 씬에 보면 송강호가 이렇게 카메라를 딱 보거든요. 일부러 그렇게 찍은 이유도 사실 뭐 혹시 극장에서 그때 이제 범인이 와서 영화를 본다면 실패한 한 맺힌 형사와 그 범인이 서로 눈이 마주치게끔 해주고 싶은 그런 마음도 있었죠. 현재까지 3건의 현장 증거물에서 검출된 DNA와 일치하는 대상자가 있다는 통보를 받고 수사 중에 있습니다. 33 ans après le premier meurtre, la Corée a progressé de façon spectaculaire. Aujourd'hui, c'est l'un des pays les plus riches et les plus puissants du monde. L'avancée technologique a aussi connu une croissance complètement folle. Et la police est évidemment bien mieux équipée que dans les années 80, surtout en matière d'analyse ADN. Maintenant, des fragments d'ADN même endommagés peuvent être complétés. De nouvelles analyses des échantillons prélevés sur les scènes de crime sont faites et finissent par donner pour 2 des meurtres une correspondance. Lee Chun-jae, 56 ans, criminel avec des tendances psychopathiques, incarcéré depuis 1994 pour le meurtre et le vol de sa belle-sœur. Il n'est pas très grand, il mesure moins d'1m70, il a les cheveux bruns et une apparence très banale, pas celle d'un monstre en tout cas. Mais vous pouvez le voir à cette photo prise en 1983, il correspond trait pour trait avec le portrait robot. Lee est né à Hwang Se-young en 1963 et il y a vécu une bonne partie de sa vie. Sa famille est assez réputée et se porte bien financièrement parce qu'ils ont pas mal de terres agricoles. Les gens qui l'ont connu pendant son enfance le décrivent comme un petit garçon gentil, calme et introverti. Une personnalité qui ne laissait absolument pas présager le monstre qu'il allait devenir. Mais en privé, c'est plus compliqué. Il est traumatisé par la perte de son petit frère qui meurt noyé. Suite à ça, son père devient tyrannique et il a une éducation hyper stricte. Les années passent, il obtient son diplôme en 1983 et est enrôlé dans l'armée pour son service militaire la même année. Il termine son service militaire 3 ans plus tard et rentre à Hwang Se-young en 1986, soit l'année des premiers meurtres. Après le résultat des analyses ADN, les enquêteurs en charge de la reprise de l'enquête vont l'interroger à 9 reprises pendant 13 jours. Ils lui parlent des 10 meurtres, de chaque victime, il lui montre des photos et au fur et à mesure des interrogatoires, il finit petit à petit par révéler l'histoire de chaque meurtre. Il se met même à dessiner en détail les scènes de crime, y compris la maison du 8e meurtre qu'il représente parfaitement. Il avoue même 4 autres meurtres qui n'étaient pas en lien avec l'affaire. En fait,
tout pointait vers lui depuis le début. Tous les meurtres ont eu lieu autour de sa maison. Il a même été interrogé à l'époque, mais jamais suspecté parce qu'il n'était pas du groupe sanguin B, il est du groupe O. Donc le seul petit indice qu'il pensait avoir n'était même pas bon. Un fiasco jusqu'au bout. Et là, on a une pensée pour Yoon Seung-yo, qui aura le droit à une libération conditionnelle en 2009 après avoir passé 20 ans de sa vie à clamer son innocence derrière les barreaux. Un nouveau procès a lieu en novembre 2020 pour l'innocenter définitivement et confirmer que Lee Seon-jae est le coupable. Et durant ce procès, Lee Seon-jae avoue publiquement. 증인은 화성 연쇄살인 사건의 진범 맞습니까? 예, 맞습니다. 이 사건이 다른 사건들과 다른 특이점이 있습니까? 실내에서 일어난 겁니다. 실내에서 일어난 것이다. 네. 다른 건 다 실외에서 일어난 거지만. 네, 그렇습니다. 범행 장소는 어디입니까? 제 집 그 방입니다. 100m 약간 안 되는 거리입니다. En raison du délai de prescription, il n'est pas condamné, mais il continue encore aujourd'hui de purger sa peine pour le meurtre de sa belle-sœur. Yoon est innocenté et obtient l'équivalent de 3 millions de dollars d'indemnisation. La cour présente ses excuses au nom de la justice coréenne pour cette enquête bâclée et pour tout ce qu'il a subi. Yoon est la représentation même de tout ce qui n'allait pas dans le système judiciaire coréen à cette époque. Aujourd'hui, il essaie tant bien que mal de réintégrer une société qu'il n'a pas vu évoluer pendant 20 ans. On pense aussi à Bong Joon-ho qui a rêvé du meurtrier, qui a passé des nuits blanches à se renseigner sur lui. Qu'est-ce qu'il a ressenti quand il a appris que le tueur avait été identifié? Bah il dit qu'il a eu besoin de quelques jours pour s'en remettre. Il hésite même à aller le rencontrer, mais en réfléchissant, il se dit que c'est peut-être pas une bonne idée. Et vous vous posez peut-être une question. Est-ce que Lee Seon-jae a vu Memories of Murder? Bah figurez-vous que Bong Joon-ho a répondu à cette question. Il sait s'il a vu le film, l'homme? 여러 가지 막 루머들이 있었어요. 뭐 감옥에서 영화를 3번 봤다. 또 뭐 아니다 본 수가 없었다 뭐 그랬는데 뭐 최근에 그 경찰 어떤 분이 말씀해 준 걸 보면 뭐 영화 봤었다고 자기가. 근데 뭐 별 관심 재미없었다고 그랬다고 하더라고요. Après 30 ans de traque, 30 ans de silence et d'incertitude pour les familles, il a enfin un nom et un visage. L'identification de Lee Seon-jae marque la fin de l'une des affaires criminelles les plus terrifiantes de l'histoire de la Corée du Sud. Une enquête chaotique qui a mobilisé des ressources sans précédent, tout en exposant les failles et le manque de moyens des forces de l'ordre à cette époque. En 2019, 30 ans plus tard, l'affaire est enfin close. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré les thèmes abordés. N'hésitez pas à lâcher un petit like si c'est le cas, à vous abonner et à activer la cloche pour pas manquer les prochaines. Pour illustrer cette vidéo, j'ai utilisé les images de plusieurs documentaires. Je vous mets les liens en description avec les sources si vous voulez en savoir plus sur l'affaire. Voilà, moi c'est Max, merci de m'avoir écouté.